Climate change threatens each nation in the world. Et chaque minute compte. L'accord de Paris est accepté. Réinventer la valeur de l'intention aux solutions. FutureUp. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce webinaire à peu près au milieu du cycle FutureUp qui traite de la CSRD et qui pose la question de la compliance et d'en faire un outil de pilotage stratégique. La CSRD est souvent présentée, voire décriée dans sa dimension contrainte et reporting. Et pourtant, pour les entreprises qui s'en saisissent, c'est un fantastique levier pour mobiliser, aligner, piloter les équipes internes et l'écosystème sur des transformations stratégiques qui allient performance économique et impact. J'ai le plaisir d'accueillir Patrick Blanc et Olivia Conil-Lacoste. Patrick est directeur général adjoint en charge de l'organisation, de la performance et du contrôle général de CDC Habitat. Et à ce titre, il supervise la CSRD et son intégration dans le pilotage. Olivia est directrice RSE de Bouygues Immobilier. Elle porte la démarche CSRD. Moi-même, je suis Yoram Boscadat, senior partner de KEA. Je coordonne nos offres et nos efforts sur la performance globale et en particulier sur la CSRD. Alors, je ne sais pas s'il y a des néophytes sur le sujet dans l'assistance. Pour cela, je rappelle que la CSRD, c'est l'obligation de dire ce qu'on fait et ce qu'on va faire en matière de durabilité, de responsabilité sur les sujets importants, environnementaux, sociaux, sociétaux, de gouvernance ou d'éthique des affaires. Et puis pour les experts, on a prévu un petit quiz, un genre burger quiz, pour vous détendre en fin de journée. Et j'espère que mes deux invités vont pouvoir répondre de façon extrêmement pertinente. Alors, moi, on me dit souvent, quand j'entends CSRD, j'ai envie de fuir. Vous répondez, c'est vrai, vous êtes déjà étouffé sous la paperasse. C'est faux, vous voyez déjà transformer l'entreprise à marche forcée pour transformer le monde. Ni l'un ni l'autre. Si on est Sioux et qu'on fait de vrais choix stratégiques, c'est une belle occasion de progresser. Qui veut répondre ? Honneur aux dames. Ben voilà, je lève la main. Honneur aux dames. Écoutez, moi, je serais plutôt sur la troisième réponse. Je pense que la CSRD, on n'a pas attendu la CSRD en fait, pour adresser les enjeux business, stratégiques, durables pour l'entreprise. En revanche, la CSRD nous oblige à mettre le curseur dessus d'une manière extrêmement rigoureuse, avec des politiques, des stratégies, des plans d'action, des indicateurs. Et dans ce sens-là, aller chercher dans la CSRD ce qui peut alimenter positivement tous nos efforts, pour moi, c'est quelque chose de positif. Eh bien, bravo. Tout dans la nuance. Commençons déjà par le CO2. On verra le reste après. Vous répondez « Ah, c'est vrai, il y a déjà assez de travail comme ça ». C'est faux. Il faut absolument s'occuper des 12 thèmes, des 35 sous-thèmes, des 73 sous-sous-thèmes et des 342 alinéas de la norme, où ni l'un ni l'autre, il faut choisir selon son business model, les bons thèmes, etc. etc. Alors, je vais essayer de répondre. Nous, CDC Habitat, on n'a pas trop le choix. Sur les 12 thèmes, on doit en traiter 11. Donc, déjà, on est obligé de traiter. Alors, je rebondis sur le propos d'Olivia. C'était intéressant. Après, il ne faut pas quand même sous-estimer la charge de travail. Il y a une charge de travail liée à la mise en œuvre de la CSRD. C'est vraiment une charge de travail administrative très lourde. Donc, il faut quand même essayer de l'anticiper, premier temps de la manœuvre, parce qu'il faut quand même se dire les choses. On a quand même des obligations liées à cela, et donc voilà, qui sont en plus, aujourd'hui, va être sous un contrôle et un regard un peu différent, parce qu'il y a une logique performative. Il ne faut jamais oublier ce point de vue, et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de faire un peu du judo et de le raccrocher à la stratégie. Donc, pour répondre maintenant sur votre question, effectivement, comme on est quand même sur un secteur, d'ailleurs un peu comme Bouygues Immobilier, où l'immobilier, justement, c'est un secteur où on pense que c'est vraiment le volet CO2 qui va être le sujet important. Nous, compte tenu de notre stratégie, notre raison d'être, on essaye surtout d'avoir plutôt une vision un peu plus globale. Oui, l'environnement, c'est une des dimensions, mais la dimension gouvernance et surtout la dimension sociale, c'est un sujet que je trouve intéressant dans les CSRD de saisir, parce que, quelque part, ça va nous permettre de dire, au fond, qu'est-ce que l'on fait, comment on adresse des sujets liés soit aux populations qu'on loge, quand on fait du logement social, je trouve que c'est important, ou quand on permet de l'accession sociale ou pas sociale d'ailleurs, c'est un sujet important. Donc il faut plutôt prendre le problème dans toutes ces dimensions. En revanche, évidemment, essayons de le raccrocher à la stratégie d'entreprise et quand elle en a une, à la raison d'être. Parce que ça, je trouve que ça fait un bon guide-fil pour essayer d'accrocher après avec la CSRD. Avec une dernière question, on va finir ce quiz et passer à la suite. Donc, est-ce que c'est un sujet technique pour les data crunchers de la finance et les écolos de la RSE ? Alors, est-ce que c'est vrai ? Il faut être un expert et plonger dans le détail des normes et des données. Est-ce que c'est faux parce que toute l'entreprise peut s'en occuper ? Plus on est de fous, plus on rit. Ou est-ce que ni l'un ni l'autre, il faut des chefs qui décident, notamment pour prioriser, des experts qui expertisent, des financiers, des experts de la durabilité, des acheteurs et des opérationnels qui portent les plans d'action et les transformations ? Olivia ?
Alors, je pense que c'est un sujet qui est extrêmement transverse, en effet, puisque c'est quelque chose qui doit se décliner dans toutes les strates de l'entreprise et qui doit quelque part venir dans le cycle de management et se raccrocher au cycle de management financier. Après, c'est un sujet qui nous challenge parce qu'il demande une expertise technique, très clairement, notamment avec la déclinaison opérationnelle de la taxonomie européenne, qui est extrêmement technique. Il demande une dimension data. Il y a vraiment une dimension de management de la data qui est très pointue aussi sur des sujets maintenant extra-financiers. Et donc, je dirais, entre la 1 et la 3, c'est-à-dire qu'il faut embarquer l'ensemble de l'entreprise. Et ça, on le fera que si, en effet, c'est quelque chose qui est stratégique. Et en même temps, il faut avoir des visions extrêmement précises sur les systèmes de remontée de données et sur l'ingénierie, notamment à la conception des projets. Merci beaucoup pour cette introduction. Et puis, on va commencer à plonger un peu plus dans le fond. Patrick, comment la CSRD s'insère dans votre projet d'entreprise et comment est-ce qu'elle appuie le projet d'entreprise et comment vous allez en faire un levier pour son exécution? Alors, elle s'inscrit dans notre stratégie d'entreprise, parce que notre stratégie d'entreprise essaie de capturer finalement les 3 axes. Alors, encore une fois, on est un bailleur immobilier, donc on est quand même assez investi sur une dimension environnementale, je dirais un peu de manière native, quelque part. Un bailleur immobilier qui ne s'occupe pas d'environnement, c'est aujourd'hui, je pense que quelque part, on rate quelque chose, y compris d'ailleurs sur le plan commercial. Donc l'objectif pour nous, c'est de réinscrire finalement, de ne pas accomplir, ou plus exactement, de ne pas faire du reporting sur la CSRD, parce que là, je pense qu'on rate le coche. L'objectif, c'est de voir comment finalement notre stratégie d'entreprise va décliner la CSRD. Donc, en termes après de modalités, là pour le coup, on est obligé de faire des choses de manière un peu progressive. Comme le disait Olivia, il y a quand même un volet assez technique qui, même par rapport aux anciens DPEF, est beaucoup plus contraignant, beaucoup plus précis. Donc, on fait un peu, j'imagine comme beaucoup, on commence déjà par analyser beaucoup de données, de points de données, parce qu'il faut qu'on sache sur quoi on va reporter. Parce que rien que le fait de savoir sur quoi on veut reporter, c'est nouveau pour les équipes. Et les équipes, elles ont besoin de savoir pourquoi c'est différent, pourquoi on leur demande maintenant des choses plus précises, ou pourquoi on leur demande de rapporter sur ça, alors qu'elles rapportaient avant sur autre chose. Donc il y a vraiment besoin de faire un travail technique fin, pour ensuite venir expliquer aux équipes techniques ce qu'elles vont devoir faire. Mais ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est comment on va le réaccrocher sur notre stratégie. Pour cela, il va falloir qu'on accompagne les équipes pour inscrire tout ça finalement dans notre pilotage stratégique d'entreprise. Voilà, ça va être ça le gros enjeu, mais c'est un enjeu qui est techniquement quand même pas si simple que ça. Voilà, après, il y a aussi quand même des grands principes quand on dit qu'on veut baisser nos émissions de CO2, nos émissions de gaz à effet de serre, etc., nos consommations énergétiques. Ça, nos équipes, c'est quelque chose qu'elles connaissent déjà. Donc il y a des moyens de rentrer plus simples, qui peuvent être assez simples et assez parlants pour les équipes. D'autres sur le social, par exemple, qu'est-ce qu'on fait auprès de nos populations que l'on loge? On ne se posait pas comme ça la question. Voilà, il va falloir qu'on se la pose un peu autrement. Merci beaucoup. Olivia, ça fait 15 ans que vous êtes engagée dans la RSE. Le Green Deal, la CSRD, quel changement ça amène pour vous? Et en particulier, quel changement ça amène pour le business en amont, j'allais dire, du reporting et de l'exécution? Qu'est-ce que ça change dans le business, les gens qui font du design, de la conception, de la commercialisation? Alors peut-être 2 éléments de réponse. On n'a pas attendu la CSRD pour s'attaquer aux thèmes qui ont été jugés comme matériels, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour déterminer les thèmes sur lesquels on va reporter dans la CSRD, on fait ce qu'on appelle dans le jargon une matrice de double matérialité. On va interroger nos parties prenantes externes et internes pour savoir les thèmes sur lesquels on doit reporter. Nous, chez Bouygues Immobilier, on était plutôt contents du résultat, parce qu'en fait, les thèmes qui sont ressortis, c'était sans surprise au niveau de l'environnement, par exemple, le bas carbone, la biodiversité, donc pas de hier sur le bas carbone, la biodiversité, l'économie circulaire, par exemple. Donc, il n'y a pas de thème nouveau. En revanche, ce que demande la CSRD, c'est d'adresser ces thèmes de manière beaucoup plus systématique. Alors là encore, nous, on s'est retrouvés dans quelque chose d'un peu dans nos atouts, nos points forts. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on est sorti du fait de se contenter simplement de labels d'excellence. On essaye de le faire, évidemment, mais tout le travail qu'on a mené depuis quelques années, c'est de se dire comment on systématise nos approches sur le bas carbone, la biodiversité, l'économie circulaire dans l'ensemble de nos projets. Ça, c'est quelque chose que demande la CSRD, de montrer quelque part qu'il y a un système de management et que ça s'applique à tout. Moi, je dirais que ce qu'apporte la CSRD, en revanche, c'est de nous ouvrir à de nouveaux sujets, quand même. Donc, on n'a pas attendu, il y en a certains, mais il y a quelques angles qui sont un peu différents. Je vous donne un exemple, l'adaptation au dérèglement climatique. On parle beaucoup d'atténuation depuis quelques années. Là, tout d'un coup, on va passer sur l'adaptation. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on regarde l'exposition de nos actifs aux aléas du dérèglement climatique, chaleur, inondations, etc., et qu'on voit comment on y répond. Ça, c'est extrêmement engageant
sur la conception de nos ouvrages. À terme, c'est quelque chose d'extrêmement engageant, par exemple, vous posez la question. Et c'est aussi une attente des collectivités. Ça tombe pas de nulle part. On doit le faire aussi, parce qu'on voit aujourd'hui que les maires, on a mené des enquêtes là-dessus. Une de leurs premières préoccupations, c'est de garder des villes fraîches, des villes sèches. Et donc, nous, on doit se poser en partenaire. Donc, pour vous répondre précisément, je pense qu'en amont des projets, ça oblige quelque part, comme vous le disiez, à inscrire tous ces sujets extra-financiers vraiment dans le cycle de management à la fois financier, mais de nos projets, et dès la conception, dès le comité d'engagement, pour être très précis, de balayer ces thèmes-là en se disant est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas, est-ce qu'on répond aux attentes par rapport à ces sujets-là. Ça, c'est quelque chose qu'on met en place dans l'entreprise progressivement. Une question, en vous entendant, est-ce que vous avez détecté des angles morts que vous n'aviez pas vus avant? Vous avez beaucoup, j'imagine, retrouvé, comme vous l'avez dit, dans l'analyse de double matérialité, des choses que vous voyez déjà. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris? Alors, vous évoquiez l'adaptation, mais est-ce qu'il y a des sujets comme ça? Alors, est-ce que ça a été utile sur le plan du contenu pour vous qui êtes déjà engagé dans la réflexion? Alors, je dirais que du point de vue des thématiques, il y a l'eau aussi qui est ressortie pour nous. Alors, pas au niveau du groupe Bouygues, mais au niveau de Bouygues Immobilier, il y a l'eau qui est ressortie. Et ça a confirmé en fait le fait que ça devient un vrai enjeu. Et donc, que ça doit se traiter comme une stratégie à part entière. Et donc, ça évidemment, on travaille dessus. L'adaptation, je ne dirais pas que c'est un angle mort, mais c'est quand même un sujet qui est difficile à manier, parce qu'en plus, les réponses au niveau de la conception du bâti peuvent venir en contradiction avec tous les enjeux d'atténuation. Voilà. En revanche, ça conforte tous les enjeux de biodiversité. C'est-à-dire qu'on se dit que la végétalisation, c'est un des leviers d'adaptation. Non, je dirais plutôt que les angles morts, alors, ça serait plutôt au niveau de la CSRD, ça serait plutôt sur les indicateurs qui sont demandés par rapport à ces différents sujets. Nous, on avait vraiment pris le pli de dire, OK, sur quoi on a des vrais leviers d'action, et de choisir les indicateurs sur lesquels on a des leviers d'action extrêmement précis. Donc, je vous donne un exemple sur la biodiversité. On s'est dit, OK, sur un projet immobilier, 3 actions qu'on met en place systématiquement, recours à un écologue sur le foncier, calculette biodiversité, c'est-à-dire que je vais essayer d'augmenter les surfaces perméables et végétales sur mon opération. Donc j'utilise finalement un plan qu'utilisent tous les concepteurs et j'essaye de me dire comment je mets plus de perméables et de végétal sur mon opération. La CSRD va aller jusqu'à nous demander ce qu'on fait en termes de biodiversité grise. Tout ce qui est en fait traçabilité des matériaux, essayer de voir finalement, analyser vraiment les entrants, et les matériaux entrants, les matériaux sortants dans notre activité. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement pointu, qui engage en plus toute notre chaîne de valeur, et qui aujourd'hui n'a pas un bénéfice direct, je dirais, sur l'usager final, de manière extrêmement directe et valorisable dans nos projets. Donc peut-être que je dirais que c'est ces sujets-là aujourd'hui, sur la question de la matière en fait, sur lesquels la CSRD nous emmène un petit peu à notre corps défendant, je dirais, parce que d'une part, c'est un sujet extrêmement complexe à tracer, et d'autre part, l'industrie autour de nous n'est pas toujours prête. Aujourd'hui, vous connaissez tous les FDES pour voir finalement le poids carbone d'un matériau, et ça, on l'utilise aujourd'hui dans les ACV. Enfin, aujourd'hui, l'impact biodiversité d'un matériau, tout ce qu'on appelle la biodiversité grise, on n'est pas tout à fait au point d'un point de vue sectoriel. Donc, je dirais que la CSRD est parfois un peu en avance. Alors, c'est peut-être pas des angles morts, au sens où, en tout cas, ça nous laisse entrevoir travail à mener dans les prochaines années sur ces sujets-là. Je vais changer de perspective pour vous poser la question, Patrick. CDC Habitat avait déjà une raison d'être et un objet d'intérêt général. Et finalement, qu'est-ce que ça change de se dire que vous allez piloter une performance d'intérêt général demain? Alors, ça change à plusieurs titres. Un, effectivement, quand on a une mission de logement social, on se dit déjà qu'on a une mission d'intérêt général. Donc on se dit, au fond, on est dans les clous. En réalité, la CSRD nous dit pas exactement, mais c'est une logique performative. Donc il faut que l'on dise ce que l'on fait et que l'on fasse ce que l'on dit. Ce qui suppose en réalité d'être beaucoup plus précis sur la manière dont on dit qu'on accomplit cette mission d'intérêt général. Voilà. Ça, d'un point de vue culturel, c'est pas tellement sur le principe, mais d'un point de vue culturel, c'est compliqué à faire passer, à comprendre en fait, même pour les équipes, même ceux qui ont l'habitude de faire du reporting. Deux, je rejoins Olivia sur la difficulté de faire du reporting parce qu'elle demande parfois des choses extrêmement précises sur lesquelles c'est difficile à mesurer, enfin ou complexe à mesurer plus exactement. On n'a pas toujours les données. Voilà. Deuxième élément. Même si, vu de loin, on peut paraître gros, comme beaucoup, j'imagine, de secteurs, on est un élément de la chaîne de valeur. Et on n'est pas toujours sur toute la chaîne de valeur. Or, la CSRD a une vision, de fait, elle a une vision transverse. C'est-à-dire qu'elle prend l'atténuation, restons sur le volet environnemental, parce que ça a le mérite peut-être d'être plus clair ou d'être plus visuel pour les personnes qui nous écoutent. Effectivement, quand on dit qu'on va diminuer les émissions de CO2,
on se dit, ouais, c'est des habitats, il a qu'à faire, et voilà, et puis c'est simple. En réalité, sur les réseaux de chauffage, on ne les pilote pas, par exemple. Voilà, c'est pas nous l'acteur du réseau de chauffage. Donc, si le réseau de chauffage ne fait rien, nous, on constate, mais on ne fera rien. Or, cette logique performative, de fait, elle nous conduit, troisième chose, à nous intéresser finalement à l'écosystème. Voilà, ça renvoie à ça. Et donc, par exemple, sur le sujet qui est à la fois intéressant et complexe, qui est l'économie circulaire, ça, c'est un vrai sujet pour les entreprises demain. Je trouve d'ailleurs que c'est un facteur de mobilisation des collaborateurs. Vous parliez tout à l'heure comment on peut traduire ça pour les équipes et les collaborateurs sur le terrain. C'est vrai que des concepts un peu généraux, c'est difficile à manier pour eux. Dire, finalement, l'économie circulaire, c'est qu'est-ce qu'on fait en matière d'insertion. Bouygues Immobilier est un gros donneur d'ordre comme nous. L'insertion sociale, là par contre, sur le terrain, ça parle tout de suite. Qu'est-ce que l'on fait en matière finalement de faire travailler les sous-traitants locaux? Qu'est-ce que l'on fait pour favoriser des filières locales ou en circuit court? Ça, ce sont des sujets intéressants, qui sont d'ailleurs des sujets d'actualité. Mais du coup, si on dit qu'on fait quelque chose là-dessus, qu'est-ce que l'on fait? Et comment on le mesure? Voilà, c'est le... Et enfin, le dernier élément, oui, on est un acteur sur l'économie d'intérêt général, parmi d'autres. Mais le dernier élément que promeut finalement un peu indirectement la CSRD, c'est que c'est une logique comparative. Si on dit qu'on fait quelque chose, le secteur va se comparer et dire finalement le secteur fait ceci, va dans la direction A, vous allez dans la direction B, pourquoi vous n'allez pas dans la direction A comme le reste du secteur? Et donc il va falloir le justifier, pour de bonnes raisons. Mais c'est aussi un élément de comparaison et d'analyse pour finalement l'ensemble des parties prenantes. Avant de vous relancer, je vais rebondir sur ce que Patrick évoquait, parce qu'on travaille avec les sociétés à mission, avec la communauté des entreprises à mission, pour voir comment est-ce qu'elles vont articuler leur travail CSRD avec leur mission, où il y a déjà une logique d'opportunité, d'impact positif et de mesure. Et c'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'on va articuler les deux et garder de la cohérence d'ensemble, et aussi peut-être mettre un peu plus d'exigence sur la partie réduction des externalités négatives autour de ça. Je pense qu'on va avoir pas mal d'informations dans les 2 années qui viennent là, pour observer ça. Pour rebondir sur ce que vous dites, moi c'est une question que je me suis posée aussi assez tôt, et on en avait discuté. La CSRD aujourd'hui, c'est quand même vu par les entreprises comme un peu un poids, quelque chose qu'il faut déployer, qui demande extrêmement beaucoup de coordination interne, beaucoup de moyens, etc. Alors que la question de la mission de l'entreprise, de la raison d'être, c'est plutôt quelque chose en général qu'on entend comme étant quelque chose d'entraînant, qui donne du sens, etc. Et donc c'est sûr qu'articuler les deux devrait vraiment être au bénéfice quelque part à terme en tout cas, si c'est pas la société à mission, c'est de la raison d'être, réussir à articuler les deux de manière fine peut être aussi pour moi un élément d'engagement des collaborateurs, je pense. Oui, tout à fait. De cohérence aussi vis-à-vis de l'écosystème autour et des engagements qu'on a avec ses parties pronantes et son comité de mission. Oui, mais en acceptant de faire des priorités. Une stratégie, elle a toujours des priorités, et la CSRD, je pense qu'il faut aussi... Il n'y a pas de honte à dire qu'on fait des priorités, qu'il y a des choses qu'on ferait tout de suite et que des choses qu'on couvrira dans un certain temps ou qu'on ne couvrira pas parce que c'est pas notre stratégie, on n'est pas dessus, on n'a pas les moyens d'agir, etc., etc. Donc c'est au fond une réponse qui doit être cohérente avec la stratégie, mais on a le droit d'avoir des réponses qui sont de dire non pas des angles morts, mais des choses qui soient nous on peut pas les traiter, etc. Voilà. Donc il faut accepter aussi de faire des choix, mais il faut du coup les porter. Ça, c'est quelque chose d'absolument clair. On a des clients même qui nous ont posé la question du risque juridique à dire qu'on ne ferait pas. Et en fait, la CSRD, c'est une obligation de dire. Oui. C'est pas une obligation d'ambition. On peut dire que dans certains cas, c'est triste. Mais moi, je dirais, en termes de conviction, que c'est à peu près certain que si on essaie de tout traiter en même temps, on ne va rien traiter bien. Et donc, c'est vraiment une responsabilité de chaque entreprise d'utiliser ce processus-là pour vraiment dire quelle priorité elle se choisit, quel combat elle va mener, en réduction des externalités négatives, en contribution positive, en opportunité pour elle. Et pour nous, c'est pour ça que c'est un sujet stratégique, c'est qu'on ne peut bien y répondre qu'en priorisant. Oui, et d'ailleurs en se fondant aussi puisqu'on a la chance de vivre dans un pays qui réglemente beaucoup, donc il y a déjà un certain nombre de réglementations qui existent. En fait, la CSRD, elle vient pas non plus, elle tombe un peu pour les entreprises, c'est effectivement une charge, mais dans un certain nombre de cas, on a déjà des réglementations, soit européennes, soit nationales d'ailleurs, qui donnent déjà du cadre. Entre guillemets, on ne part pas non plus de zéro. Donc typiquement, restons sur le volet environnemental, mais ça permet d'être clair. Limiter l'artificialisation, c'est bien un levier pour d'atténuation ou d'adaptation, etc. Donc ça, c'est déjà des engagements. Donc ça permet aussi de jouer sur des leviers, finalement, pour y aller encore plus franchement. Voilà.
Une question pour Bouygues Immobilier. Avec vos équipes business, cette compliance et ce degré de rigueur, j'imagine qu'ils y voient une contrainte, mais est-ce qu'ils y voient une opportunité d'équilibrage du marché, de plus grande rigueur, anti-greenwashing? Est-ce que vous commencez à sentir une appétence en se disant finalement, quand on est vertueux et qu'on se différencie, ça va nous aider? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous en avez parlé, la comparabilité des entreprises, elle est clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens disent il n'y a plus de greenwashing possible en fait avec la CSRD. Donc les gens qui sont vraiment engagés sur ces sujets-là, demain, ils pourront le démontrer et ça sera difficilement opposable. Donc ça, je pense que c'est très important, surtout pour nous, Bouygues Immobilier, qui avons essayé de nous positionner en pionnier de tous ces sujets-là depuis de nombreuses années, et là de pouvoir quelque part prouver de manière assez rigoureuse que ce qu'on fait répond à un cadre, répond à une exigence interne, ça nous paraît important, et ça peut paraître comme une opportunité. Et donc on se positionne absolument pas comme un acteur qui voudrait réduire les exigences de ce point de vue-là. Après, je pense que pour moi, je fais vraiment la différence entre la CSRD et la taxonomie européenne. J'ouvre quand même un peu le sujet là-dessus. Pour moi, la CSRD, c'est vraiment quelque chose qui vient interroger l'entreprise d'un point de vue corporate. Alors évidemment, il faut aller collecter de l'information et on s'appuie sur les opérations, mais c'est une transparence de ce qu'on fait au niveau corporate, sur nos stratégies, nos objectifs principaux, et d'ailleurs de voir comment on l'accoste au plan d'affaires. Quelque part, demain, c'est aussi chiffrer les dépenses liées à cette stratégie, être très transparent là-dessus. Ce qui est beaucoup plus prégnant aujourd'hui, moi, au niveau des équipes opérationnelles en tout cas, quand vous dites équipe business chez Bouygues Immobilier, c'est assez vite aussi les équipes opérationnelles, c'est tout ce qui relève de la taxonomie européenne, où là on va aller relever sur les mêmes sujets, on retombe exactement sur les mêmes sujets environnementaux, mais au niveau de l'opération, on va aller relever sur des critères extrêmement précis, ce qui est demandé opération par opération sur ces différents critères. Je donne un petit exemple. On parle dans la CSRD d'économie circulaire. Quelque part dans l'économie circulaire, il y a la question de la réversibilité, parce qu'il y a évidemment la question des matériaux entrants, mais il y a aussi la question de que va devenir mon bâtiment demain, est-ce qu'il est réversible, modulable, etc. Et vous allez retrouver dans la taxonomie une question à ce sujet-là qui va être directement posée à l'opération. Et donc je pense que ça aujourd'hui, c'est à peu près plus d'une quinzaine de critères sur une opération, au point de vue environnemental, la taxonomie européenne. Et je pense que de répondre à ces critères-là pour les équipes opérationnelles aujourd'hui, c'est se poser la question, dès la conception, qu'est-ce que j'intègre finalement comme critères vertueux environnementaux? Souvent on le fait déjà. C'est posé d'une certaine manière, on ne sait pas toujours le prouver automatiquement, donc ça va être aussi beaucoup être capable de montrer des preuves, de remonter des preuves. Mais ça impacte aussi presque au quotidien les équipes. Si demain on veut avoir des opérations alignées à la taxonomie européenne, ça impacte aussi les équipes de manière prégnante. Je vais élargir un tout petit peu la question. Vous avez parlé des autres réglementations. Il y a le devoir de vigilance qui arrive, qui va aussi beaucoup impacter les questions sur la chaîne de valeur. Comment vous voyez l'ensemble? Quelle cohérence vous voyez? Aussi, quelles difficultés pour vous dans la mise en œuvre? On ne va pas rappeler les débats qu'il y a sur les chaînes de sous-traitance dans la construction qu'on a eu régulièrement. Est-ce que vous pensez que ça va être vertueux et que c'est cohérent, ou au contraire, le fait que tout ça arrive en même temps, ça pose plus de problèmes que ça en résout? Alors, la manière dont on essaye d'y répondre, c'est qu'on essaie d'inscrire l'un dans l'autre. Parce que le devoir de vigilance, ça, c'est sur un angle qui s'inscrit dans celui de la CSRD. Donc, ce qu'on a essayé de faire, après, chacun fait comme il peut, en fonction aussi de la volumétrie que ça implique, mais je pense qu'on peut essayer d'articuler les deux, parce que c'est, à mon sens, plus simple de le prendre dans le sens j'inscris le devoir de vigilance dans ce que je vais faire dans le cadre de la CSRD, que d'essayer de les traiter de manière séparée. Parce que là, on commençait à aller voir les équipes de manière séquencée pour leur parler de choses à peu près quand même sur des thématiques assez semblables. Donc c'est quand même difficile pour les équipes opérationnelles de voir y revenir en plusieurs fois. Donc c'est le rôle aussi je pense des équipes RSE, des équipes chez nous ou ailleurs, d'essayer de donner en tout cas un cadre commun et dès le départ pour que les équipes n'aient revenir qu'une fois. Donc la réponse, pour être précis, je pense qu'on peut raisonnablement essayer d'articuler, d'inscrire le devoir de vigilance dans le cadre de la CSRD. Voilà. En tout cas, c'est plus simple dans ce sens, à mon avis. Alors, moi, en interne, c'est pareil, j'ai présenté vraiment la CSRD comme ce qui coiffait les autres réglementations existantes, parce que le plan de vigilance, c'est 2017 en France, et la taxonomie, ça fait un petit moment qu'on y travaille. Donc vraiment comme un exercice qui coiffait les autres. Ce que je pense, c'est des exercices de nature différente. La CSRD, c'est vraiment c'est des natures différentes, mais qui se complètent. Donc la CSRD, c'est vraiment de la transparence. Il y a beaucoup de qualitatifs aussi, on écrit beaucoup. Il y a aussi bien sûr des
faut concaténer à l'échelle de l'entreprise des indicateurs. La taxonomie, pour moi, c'est vraiment ce qui s'applique au projet lui-même et il faut pouvoir le valoriser au niveau d'un projet. Et puis le plan de vigilance, c'est opposable. Ça nous engage aussi d'une certaine manière. Il y a un niveau d'ambition quand même voilà. minimal. En revanche, tous traitent des mêmes thématiques environnementales. Tous engagent la chaîne de valeur. Et ça, on se rend compte que même dans un critère taxonomique, quand on va parler des produits qu'on utilise, ça engage évidemment nos fournisseurs. Le traitement des déchets engage aussi en aval. Donc, et ça, on va retrouver cette logique-là de l'engagement de la chaîne aussi dans le plan de vigilance, de manière beaucoup plus pointue petit à petit. Et puis après, moi, je dirais aussi l'exercice qu'il faut faire et qu'on essaie de faire, c'est de se dire, je concatène des indicateurs au niveau de la taxonomie européenne, à quel moment ils répondent aussi à des questions de la CSRD et inversement. Donc c'est essayer de trouver ce jeu de réponse entre ces différents exercices pour ne pas solliciter les équipes. C'est une question que me posait. Est-ce que vous imaginez que les objectifs de progrès, j'allais dire sur le pourcentage aligné, ça va faire partie des plans CSRD ou ça va rester côte à côte pendant? Est-ce que dans les trajectoires qu'on va annoncer, on va prendre les critères de la taxonomie dans vos métiers comme un critère explicite de performance quelque part, en disant mon pourcentage d'opérations alignées à la taxonomie, finalement c'est au cœur de ma stratégie de durabilité. C'est un peu ça que ça induit, oui. Je le décomposerai par critères, c'est-à-dire que par exemple dans la taxonomie, on va parler des déchets, de la valorisation des déchets, ça va répondre directement à une question de la CSRD. Donc quelque part, l'amélioration continue sur ce sujet-là qu'on pourra mesurer à l'opération va répondre à une question de la CSRD. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Je vous donne un exemple. Dans la taxonomie ne demande rien de très spécifique sur la biodiversité. Si le PC est déposé, alors que dans la CSRD, on va avoir une vraie stratégie biodiversité. Nous, en plus, on pense chez Bouygues Immobilier que c'est quelque chose, c'est vraiment un attendu des clients, c'est différenciant, c'est tangible, ça permet demain d'adapter les villes. Et donc là, on va avoir et ça, vous le retrouverez pas s'il n'y a pas une démarche volontaire. Voilà, s'il n'y a pas une démarche volontaire, vous le retrouverez pas directement dans les critères de la taxonomie. En revanche, pour peut-être rebondir sur cette question de la mutualisation et le fait de coordonner l'ensemble, on a par exemple créé chez Bouygues Immobilier cette année un reporting de durabilité unique, où on va demander à l'opération à la fois toutes les demandes sur les critères taxonomie, mais aussi les demandes sur les critères volontaires, plus volontaires, par exemple sur la biodiversité, sur des labellisations bas carbone ou de types de critères. Et ça permet aux équipes, petit à petit, même s'il y a beaucoup de critères du coup à la fin, d'avoir un exercice qui finalement va s'accoster à l'exercice de bilan financier et que petit à petit, on essaie d'entrer dans la roue du cycle de management comme étant un rituel de remontée de données. Pour répondre à votre question, c'est toujours un peu un exercice stratégique. Finalement, on revient toujours sur la stratégie business que l'on veut. Quels sont au fond, dans le cadre, au-delà des aspects financiers, quels sont les éléments clés de notre stratégie extra-financière ou en lien un peu avec notre raison d'être. Si on considère qu'effectivement on veut répondre sur le sujet de la biodiversité, etc., il faut bien qu'on mesure à l'opération et qu'on le concatène au niveau global. Voilà. Donc ça sera pour nous effectivement un des sujets. Il y a le parc à bâtir et le parc nouveau, mais il y a le parc existant. Un des sujets que l'on a, alors évidemment aujourd'hui, il fait très mauvais, c'est peut-être moins sensible, mais le confort d'été, c'est un sujet très sensible, une grande partie de l'année, notamment dans certaines régions, où les gonflements des argiles, qui est un sujet majeur, qui est même le sujet majeur. Donc c'est là-dessus, même si la taxonomie ne disait rien, sur les opérations, il faudrait qu'on le traite, parce que pour nous, ça va être un enjeu à la fois vis-à-vis de nos parties prenantes, et puis un enjeu de durabilité de notre patrimoine. C'est même donc un enjeu même existentiel pour quelqu'un qui détient un actif, que ce soit de l'immobilier ou des actifs d'infrastructure de réseau, c'est la même problématique. Donc s'il ne répond pas à cette question-là, il loupe quelque chose sur sa stratégie. Et donc du coup, dans le volet CSRD, il faut bien qu'il l'adresse. Voilà, donc effectivement, en revanche, pour les opérationnels, c'est sûr que ce travail de mise en cohérence des deux doit être fait, parce qu'eux, ils ne pourront pas refaire le travail de lien avec la stratégie. Voilà, c'est là où les équipes qui sont en charge de ce sujet-là, c'est pour ça que ça prend aussi un peu de temps et qu'il faut accepter de se donner du temps. On ne peut pas tout traiter en même temps, donc traitons-le sur un plan d'action et communiquons sur le fait qu'on le traite. Voilà. J'en profite pour dire à tous les gens qui nous suivent en ligne qu'ils peuvent poser des questions et qu'on va se garder un temps pour les questions de la salle et du web. Et puis, dans les gens qui nous suivent, il y a des grandes entreprises, mais il y a aussi des gens qui vont reporter dans un an et demi. Et donc, je suis sûr qu'ils seraient friands de vos leçons en cette fin d'année et de ce que vous avez, j'allais dire, votre premier retour d'expérience, même si vous aviez déjà de l'expérience
avec les DPEF dans ces sujets-là. Finalement, si vous deviez résumer en 2 conseils en cette fin d'année, qu'est-ce qu'il ne faut pas rater quand on fait l'exercice CSRD, Patrick ? Alors, moi, je le résumerai en 2 mots. Un, c'est anticiper au maximum. C'est-à-dire prendre le sujet assez vite. Parce que le sujet technique, il est quand même... Enfin, ça dépend évidemment de l'activité. Il est plus ou moins long au vu de ce que l'on traite. Mais en revanche, il est complexe. Voilà, donc là-dessus, il faut prendre le sujet. Si on sait qu'on est soumis dans 1 an et demi, c'est pas trop tôt pour s'en saisir. Voilà, premier conseil. Oui, ça, c'est sûr. Voire même, il faudrait déjà s'en être saisi. Voilà. Deuxième sujet... c'est le sujet qui est devant nous, au sein de CDC Habitat, c'est l'accompagnement des équipes. C'est-à-dire comment on va aider à traduire ça dans des objectifs concrets opérationnels. Plus ça rentre dans le métier, mieux c'est. Voilà, parce que c'est pas quelque chose qui vit à côté, parce que là, auquel cas on a raté un peu l'exercice, à mon sens, on a raté l'exercice, et ça sera très compliqué ensuite à faire vivre et à traiter, parce que nos outils ne seront pas conçus pour ça. Donc, comment on accompagne les équipes pour leur permettre de rentrer ça dans leurs objectifs opérationnels concrets. Si je peux compléter, parce que j'adhère complètement à ce que vient de dire Patrick, je dirais que c'est bien mener cet exercice de départ, s'ils n'ont pas encore une stratégie définie RSE, de l'exercice de double matérialité, de se saisir de cet exercice pour aller écouter leurs parties prenantes, externes, internes, pour prioriser les sujets. Parce que tout le problème de la CSRD, c'est que déjà, elle n'est pas sectorielle. Et donc, ça veut dire qu'on arrive avec un ensemble de sujets, et si on n'a pas déjà ce tri fin au départ, justifié, légitime, c'est-à-dire qu'on peut être amené à s'embarquer, à reporter sur un nombre de sujets trop importants. Donc vraiment une sélectivité au départ. Et ensuite, j'irais peut-être, par rapport à la question de la donnée, faire le diagnostic de ce qui existe dans l'entreprise et venir s'inscrire dans les outils existants tant faire se peut. Voilà, pour... en effet, s'inscrire dans le langage des opérationnels. Et ça, c'est vraiment un travail qui doit être fait peut-être en amont par les équipes centrales qui coordonnent le projet et voilà, en collaboration. Voilà, avant cette période de déploiement, déjà avoir pensé des outils ou une inscription dans des outils existants pour alléger au maximum le travail des opérationnels. Je pense qu'on ressent tous le fait que c'est quelque chose d'extrêmement lourd à piloter. Et donc, c'est le début qui est difficile. Une fois qu'on aura réussi à le rentrer dans le rythme de l'entreprise, ça sera quelque chose de beaucoup plus simple. Voilà. Alors, je rebondis sur cette histoire du rythme dans l'entreprise. Vous avez évoqué les cycles de management d'entreprise. Où vous en êtes aujourd'hui de cette convergence entre le financier et l'extra-financier, concrètement dans les revues de performance vous êtes du même côté de la table que les financiers pour questionner, pas encore. Vous faites des budgets sur les différentes trajectoires. Où est-ce que vous en êtes de cette trajectoire qui va nous amener à un moment à faire un pilotage financier, extra-financier, peut-être pas complètement conjoint tout de suite, mais à un moment conjoint au service de la stratégie? Alors j'ai 2 échelles de réponse. À l'échelle du projet, je dirais qu'aujourd'hui, c'est quand même très intégré. C'est-à-dire que sur le cycle du projet, comité d'engagement, on aborde l'extra-financier, on se met des objectifs d'atteinte de seuil de RE 2025, RE 2028, etc. Et donc, on rend obligatoire dès la conception l'application d'une calculette biodiversité, comme j'ai dit. Donc, dès le départ du projet aujourd'hui, c'est des choses qui sont regardées projet par projet. Ça, c'est entrer dans l'entreprise. Il y a 2 choses qui sont encore à travailler. C'est en effet la convergence entre le plan d'affaires et le plan, par exemple, de décarbonation de l'entreprise. Et donc là, on commence à avoir des trajectoires qui commencent à converger, qui sont intelligibles et qu'on peut communiquer, ne serait-ce qu'en interne et vis-à-vis du groupe Bouygues. Après, il faut se rendre compte que jusqu'à maintenant, le rythme du reporting du reporting DPEF et le rythme du reporting financier étaient extrêmement différents. C'est-à-dire que chez nous, par exemple, on reportait d'octobre à octobre, il y avait 2 campagnes par an, et donc en fait, on était une caisse d'enregistrement. On n'arrivait pas forcément à piloter les choses, on pouvait rendre compte, mais ça ne permettait pas de créer du changement. Je pense que tout l'enjeu là aujourd'hui, donc déjà on est en train de s'aligner sur le cycle financier, on reporte de janvier à décembre, premièrement. Deuxièmement, on crée des outils de reporting uniques qui vont nous permettre de remonter de la data au moins au trimestre. C'est-à-dire qu'au même moment qu'on fait les plans, les bilans financiers, on va pouvoir arriver avec une data extra-financière pour pouvoir ajuster les deux. Et je pense que voilà, créer sur ce cycle de management complet, commencer à avoir des résultats extra-financiers conjoints. Donc notre vision à la RSE, c'est dire il y aura le bilan des opérations, puis il y aura la balance de durabilité des opérations, et présenter les deux en même temps
forcément créera un dialogue. Et voilà. Et c'est ça, je pense, l'étape qui arrive en 2025. Patrick, sur ce sujet? Alors, compte tenu de notre secteur d'activité, dans notre business plan, on communiquait déjà sur des objectifs qui n'étaient pas financiers. Et donc, c'était, est-ce que par rapport aux accords de Paris sur le plan climat, est-ce que notre stratégie nous permet de respecter un fameux 1,5 degré, et donc notre stratégie patrimoniale était conçue par rapport à ça. Et donc, de fait, c'était déjà un élément sur lequel on rapportait et sur lequel les équipes, au fond, leur activité opérationnelle était orientée par rapport à ça. Donc, sur une partie du sujet, on peut dire que c'était déjà intégré dans notre stratégie d'entreprise. Mais c'est sur un axe spécifique, voilà, et où le financier, l'extra-financier communique assez bien, parce que si on veut faire beaucoup d'investissements pour limiter les émissions, il y a forcément beaucoup d'investissements, donc on voit bien le lien entre les deux. En revanche, sur la biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué, ou sur d'autres sujets, typiquement, quel impact auprès des populations que l'on loge, c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher les éléments et au fond de prouver ce que l'on dit, puisqu'on doit communiquer sur ce que l'on fait. Donc si on doit faire ce que l'on dit, mais il faut démontrer qu'on fait ce que l'on dit. Le sujet qui manque un peu, c'est une réflexion un peu personnelle au jour d'aujourd'hui, qui n'est pas liée nécessairement à mon activité, ce qui manque un peu dans le discours, je trouve, c'est que certaines sociétés le font d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je pense que la CSRD, c'est aussi un levier pour aller chercher du business. Voilà. Et donc il ne faut pas perdre de vue non plus ça, parce que c'est un élément aussi de la stratégie d'entreprise. Et donc, donc en matière d'accompagnement, on commence à essayer de réfléchir sur comment on veut se situer finalement dans une matrice stratégique. Alors j'avais essayé de faire quelque chose qui vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire que ça vaut pas grand-chose, mais au fond, est-ce que finalement par rapport à cette obligation-là, on se situe dans une société qui va être sur l'axe en fond conservateur et acteur, quelque part, soit je me mets en mesure de respecter la loi, mais je ne vais pas au-delà, c'est-à-dire que je vais être au fond assez défensif, quelque part, ou finalement, je vais être très opportuniste, et si ça peut permettre de faire du business, pourquoi s'en priver, ou je vais au fond faire un outil de levier de management beaucoup plus large vis-à-vis de mes collaborateurs ou vis-à-vis de mes parties prenantes. Donc, il y a tout un spectre de réponses qu'on peut donner en fait avec la CSRD. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ce point de vue-là. Voilà, alors, ça ne répond pas complètement à vous, ça répond un peu au-delà de votre question, mais pour le reste, je suis assez d'accord avec ce qui est dit. C'est encore une fois relier le terrain concret avec notre stratégie business. Dans votre chaîne de valeur, vous avez aussi des petites entreprises, les plus petites. Est-ce que vous espérez, il y a eu beaucoup d'articles dans la presse, de prises de parole, est-ce que vous espérez que ça va être reporté pour les plus petites entreprises? Quand on vous pose la question, alors pour vous, ça ne va pas changer grand-chose, mais si c'était reporté pour les petites, qu'est-ce que vous diriez? C'est une question compliquée parce que je vois que même certaines grandes entreprises en matière d'électrification de gamme de véhicules peuvent avoir des discours très différents selon les entreprises, indépendamment de leur taille. Je pense que la réponse, alors c'est vrai qu'objectivement, la tâche administrative pour une entreprise de petite taille est plus compliquée. Ça, c'est incontestable. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut l'anticiper et peut-être justement prendre un angle d'analyse en termes de réponse. Encore une fois, je pense que la bonne réponse par rapport à votre question, c'est qu'est-ce qu'on peut prioriser qui est cohérent avec notre stratégie. Et je pense qu'il y a des PME qui ont d'abord, qui peuvent être innovantes, qui font des choses, qui ne font pas tout et qui ne couvrent pas tout le spectre, mais plutôt le bon conseil, à mon sens, c'est un avis personnel là pour le coup, que je leur donnerais, c'est certes vous êtes petit, donc il y a une vraie charge administrative, c'est incontestable, mais en revanche, vous avez certainement un avantage compétitif que la CSRD peut vous permettre de mettre en avant. Voilà, je répondrai comme ça. Moi, je dirais que, quelque part, c'est dans la philosophie de la CSRD d'engager la chaîne de valeur. Parce qu'en fait, on n'arrivera pas à un certain nombre de performances si la chaîne de valeur n'est pas engagée. Donc, évidemment, il y a un intérêt, quelque part, à ce que cette réglementation s'applique plus largement qu'aux grandes entreprises, puisqu'il faut qu'on tire l'ensemble. Après, en termes de timing et de délai, je pense que
quand on voit le travail que ça génère, même si on essaie d'être frugal, de le faire intelligemment, de prioriser, c'est quand même un travail qui est lourd. Et on se rend compte aussi que l'encre n'est pas toujours sèche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même en train de discuter avec nos CAC qui vont nous auditer sur l'interprétation de tels critères, voilà, et en taxonomie notamment. Donc la CSRD, parce qu'elle n'est pas sectorielle, et donc c'est quelque part comment elle se décline pour le secteur. Et puis la taxonomie européenne, c'est européen, et donc il y a aussi une interprétation locale et une interprétation de place. C'est vrai que permettre à des petites entreprises de capitaliser sur tout ce qu'on aura digéré, ça peut être intelligible et entendable. Et donc, en termes de timing, je sais pas, je serais pas défavorable. Enfin, je comprendrais qu'elle puisse avoir un peu de temps vu l'ampleur de la tâche. Je peux vous dire ce qu'on évoque avec les entreprises qui nous posent la question, c'est qu'effectivement, pour les entreprises de taille moyenne, on va dire les ETI de taille moyenne, comme c'est une vraie marche à franchir, on pense que c'est vraiment utile de commencer l'analyse de double matérialité si elle n'a pas déjà été faite, parce que souvent, c'est des entreprises qui n'ont pas historiquement de DPEF, donc qui ne sont pas forcément, ou qui ont fait des stratégies RSE, mais j'allais dire très intuitives et très focalisées. Et donc, on trouve que l'exercice de double matérialité, en prenant le temps de le faire, en prenant le temps de réfléchir, de choisir ses priorités stratégiques, de savoir comment on va se différencier, c'est un bon exercice. Regarder les données, c'est extrêmement utile aussi, parce que pareil, si on se donne le temps de la mise en œuvre, on est quand même beaucoup plus serein. Et puis peut-être que la partie, j'allais dire, purement formelle du reporting, elle viendra avec un peu plus de temps. Pour autant que leurs donneurs d'ordre, pour celles qui sont dans le B2B, ne leur demandent pas assez rapidement des communications. Donc, on trouve que même s'il y a un report, ça vaut la peine d'engager les phases les plus stratégiques rapidement et sereinement pour le faire bien et pas dans la précipitation, quoi. Surtout qu'elles font beaucoup de choses sans l'avoir formalisé. Sans l'avoir formalisé, mais c'est la même chose pour nous. Hein. Tout n'est pas formalisé, loin de là. Donc il y a un effort de formalisation important. Et encore une fois, je pense que, et d'ailleurs nous on fera certainement pareil, on se donne déjà un délai pour répondre en disant que c'est pas dans 1 an ou dans 6 mois, mais plutôt dans 2 ans ou 3 ans qu'on sera en mesure de formaliser quelque chose de précis en termes d'engagement. Parce que rien ne serait pire que de surpromettre. Alors là, pour le coup, c'est terrible. Donc, mieux vaut se dire, je sais que je dois faire ça, je vous dis que je vais le faire, je vous dis quand je vais le faire, mais je le fais pas tout de suite. Voilà. On voit effectivement un certain nombre d'entreprises, par exemple, qui refusent de faire des modèles d'estimation pour les chiffres qu'elles estiment ne pas pouvoir avoir de façon fiable, en disant, si je fabrique un modèle d'estimation, derrière, je vais expliquer les écarts. En fait, autant dire quand est-ce que j'aurai des chiffres fiables. Et après, l'élément, quand même, effectivement, il faut faire quand même un peu attention à l'effet de benchmark. Hein, la CSRD, c'est aussi un levier de mise en avant d'informations. Donc, on va comparer des acteurs du secteur. Voilà, si nous, on décidait de ne pas reporter, indépendamment du fait qu'on peut ou pas le faire juridiquement, quelque part, en termes d'image et en termes de visibilité dans le secteur, ça serait curieux pour nos parties prenantes. Voilà, donc il y a quand même cet élément-là qu'il faut intégrer quand même dans l'analyse. Voilà. Olivia, vous évoquiez le temps d'installer les cycles qui vont bien. Moi, j'ai vécu un certain nombre de changements dans les normes financières et je parle souvent avec des financiers sur ce sujet d'adaptation. Ils disent on a moins de temps sur l'extra-financier que ce qu'on a eu sur le financier, par exemple, pour le passage aux normes internationales. Aujourd'hui, ce temps de convergence, j'allais dire, avant d'être un peu mieux rodé, il ne faut pas dire complètement, parce que je pense que ça va mettre un peu de temps, et il y a des raisons un peu structurelles à ça, parce qu'on manipule des données qui ne sont pas dans les mêmes dimensions, qui ne sont pas fongibles, qui ne sont pas commensurables, donc techniquement ça va être long. Mais vous donneriez quel horizon de temps pour être stabilisé dans un dispositif qu'on pourrait considérer être un vrai dispositif de pilotage infra-annuel ou de suivi des trajectoires. Vous imaginez dans notre structure. Ouais, dans vos structures, de 2 ans, 5 ans, 10 ans. 2 ans. Ouais. Je réponds comme ça, c'est intuitif, mais c'est pas un engagement, donc on lira ce que vous allez écrire. Non, nous on a déjà donné un pas de temps de 3 ans. Parce qu'on a des données complexes à aller chercher. C'est aussi la donnée, c'est quand même... Parfois, on sait qu'on fait cette activité-là, mais on n'a pas formalisé. Et on n'a pas les données, on dépend aussi parfois d'autres acteurs. Donc voilà, c'est pas si simple que ça de dire que... mais en même temps, il faut dire qu'il faut se détendre en disant on sait que le premier exercice va être un exercice... c'est pas un exercice à blanc, mais c'est pas non plus un exercice parfait. Et puis même nos commissaires aux comptes sont dans la même certitude que nous. Donc voilà, donc... donnons du temps au temps, mais à la limite, autant l'afficher dès le départ. C'est pas ni choquant ni honteux. Hein.
Olivia, vous voyez. Non, je pense qu'en effet, il y a des données, de toute façon, qui sont dépendantes de la maturité d'un secteur. Donc celle-là, on ne peut pas s'engager. En revanche, le fait que ça devienne des exercices auxquels on se rôde et qui deviennent, fassent partie de l'hygiène de vie de l'entreprise au bout d'un moment, je pense qu'en effet, on sent quand même que c'est quelque chose qui avance à marche forcée, qui avance assez vite. Voilà, donc c'est... Mais et puis on essaye de relier ça sur le plan RH à un sujet de mobilisation des collaborateurs. Bien sûr. Nos DRH, collectivement, parce que notre DRH fait un peu le tour d'horizon de ce qui se passe dans le secteur, nous dit qu'on parle de la demande de sens de collaborateurs. Ils sont ensemble, bon, le volet financier, ok, ils comprennent, c'est pas ça, ils le remettent d'ailleurs pas en cause, enfin, à ma connaissance, ils ne le remettent pas en cause, mais ils disent, puisque vous dites que vous avez une raison d'être, concrètement, ça veut dire quoi en fait C'est quoi vis-à-vis des... Enfin, encore une fois, on a une activité de bailleur, c'est-à-dire qu'on loge des populations, donc forcément, c'est un élément important. Qu'est-ce que ça veut dire de loger une partie de la population à faible ressource? Qu'est-ce que ça veut dire de faire tel effort en matière de type de produit? Qu'est-ce qu'on fait sur le vieillissement? Enfin voilà, sur l'accompagnement dans la durée. Exactement. Donc, si on communique hein. là-dessus, c'est aussi un facteur d'engagement pour les collaborateurs. Donc, c'est encore une fois, là, ce que vous affichez à l'écran, c'est un peu de vision stratégique vue en termes business, mais en termes RH, c'est pas non plus dénué de sens. Alors, encore une fois, on se dit toujours que je suis assez d'accord avec ça. L'Amérique innove, la Chine copie, l'Europe réglemente. Mais au fond, tirons-en aussi un levier de management pour nos collaborateurs. Oui, de rigueur dans l'exécution. Enfin, oui. On voit bien et on entend bien. Vous avez un petit peu évoqué ce que ça change dans l'entreprise. Moi, j'ai une question pour vous qui est qu'est-ce que ça change pour les fonctionnels, en particulier pour les équipes financières, pour les équipes RSE et pour les équipes achats. Je trouve que le métier des achats, c'est un des métiers qui est presque le plus impacté dans son identité et dans son rapport avec les fournisseurs. Et donc, dans vos entreprises à vous, qu'est-ce que vous avez observé comme changement déjà dans ces grandes fonctions et peut-être dans d'autres? Alors, je pense qu'il y a comme une acculturation, un croisement, une acculturation commune. Là, vraiment, enfin, moi, c'est quelque chose qui me saute aux yeux. Ça fait 7 ans que je suis chez Bouygues Immobilier, ça fait 15 ans que je travaille sur ces sujets-là. C'est le croisement qui va se faire de plus en plus avec la finance. Parce que la finance, chez nous aussi, maîtrise la donnée. Et donc, il y a une massification de la donnée extra-financière. Et donc, du coup, quelque part, la RSE doit s'intéresser vraiment aux mécanismes de la finance, au rythme de la finance, et les financiers doivent comprendre quelque part de plus en plus les enjeux attendus pour nous aider quelque part à faire rentrer ça dans l'ADN de l'entreprise et dans son cycle. Et donc on sent qu'on travaille de plus en plus en commun et qu'il y a besoin d'une extension des compétences, je dirais, de chaque côté. C'est pas un hasard si la CSRD, la taxonomie sont logés dans certaines entreprises, c'est le cas chez certains de nos concurrents, à la finance et pas à la RSE. Donc il y a même un choix en fait de positionnement de ces sujets-là et de ce pilotage-là dans l'entreprise qui est questionné aujourd'hui. Par rapport aux achats, moi j'ai vraiment vu une prise en maturité des achats très forte sur les sujets du bas carbone, parce que justement la filière était mûre, avec les FDES, etc. Et donc pareil, des compétences aux achats et des demandes qui sont arrivées de manière beaucoup plus précise, avec la convention fournisseur, c'est la convention bas carbone. Enfin, voilà. Et je pense que ça va embarquer aussi, grâce à la CSRD, d'autres sujets, et qu'on va vous parler de hier du bas carbone, que, voilà, que petit à petit les achats vont aussi être... Alors chez nous par exemple, je vous donne un exemple très, très simple, on a créé des contrats cadres paysagistes. Alors, voilà, donc les achats ont travaillé non pas seulement sur les matériaux, mais sur nos accords cadres paysagistes. C'est quand même un métier qui est assez avec lequel on travaille, mais avec lequel la collaboration comme ça, à partir des achats, elle s'était pas faite jusqu'à maintenant. Voilà, un exemple parmi d'autres. Patrick, en complément sur les fonctions, l'évolution des fonctions par rapport à ces sujets. C'est assez similaire avec l'expérience que décrit Olivia. Ce qui est sûr, c'est que le PMT, ou le business plan, qui était très financier au fond, va devenir un business plan financier extra-financier. Donc forcément, les deux métiers vont se rejoindre de plus en plus. Donc ça pose des sujets de coordination en termes de timing, quand est-ce qu'on le produit, à quelle date.
Ça fait partie de l'accompagnement d'ailleurs, c'est un des sujets même internes à l'accompagnement, il n'y a pas que les opérationnels, il y a ceux qui font la RSE et le financier. Et donc effectivement l'exercice les a beaucoup rapprochés. Voilà. En fait on a l'impression que parfois ils étaient non pas opposés, mais finalement l'un essayait de faire en sorte que la boîte gagne un peu d'argent, l'autre essayait de dire que non, il fallait faire quand même des choses à côté. Maintenant en fait, au fond, on s'aperçoit que les actions concourent aux deux. Voilà. Et c'est ça le volet important. Après, dans l'activité, on voit sur les achats, voilà, c'est l'enjeu le plus compliqué, voilà, avec l'économie circulaire, parce que notre activité fait, alors je ne sais pas dans les personnes autour de la salle, mais nous, on a affaire à des artisans ou des TPE, vraiment, c'est pas la PME, c'est vraiment des TPE. Alors là, la logique de la CSRD, on est très 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 loin on est très très loin, voilà. Et là, de fait, pouvoir avoir une vision avec ces acteurs-là, c'est beaucoup plus compliqué. Un de nos fournisseurs, c'est Bouygues Immobilier. On peut avoir un discours, on est au même niveau, on sait de quoi on parle, etc. Avec des toutes petites entreprises, là, c'est beaucoup plus fragmenté. Donc, ça pose un problème de suivi. Alors qu'on a forcément appel à eux, on fait forcément appel à eux. Typiquement les paysagistes, par exemple, quelles essences je vais planter par rapport à des sujets de confort d'été, ou d'usage de l'eau ou de recyclage de l'eau. On fait forcément appel à des équipes très locales, mais il faut les suivre, il faut les connaître. C'est là une des complexités qu'on a avec et qu'on aura avec la CSRD. On n'est pas contre, mais c'est là un des enjeux majeurs pour nous. Alors, peut-être rebondir là-dessus, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de travailler vraiment chez Bouygues Immobilier. Travailler, par exemple, un cahier des charges sur les jardins, un cahier des charges techniques sur les jardins, et essayer de traiter avec des paysagistes qui couvrent, en tout cas une dizaine qui couvrent l'ensemble du territoire français, en se disant, vous devez respecter ce cahier des charges, et donc qui nécessite un certain nombre d'approches sur justement les plantations, etc. Et on sent donc qu'il y a une ingénierie amont qui doit être encore plus forte de notre part pour quelque part cadrer certains exercices. Après, on les met en valeur d'un point de vue business aussi. Parce que ça, c'est aussi une promesse auprès de nos bénéficiaires demain, des usagers de nos immeubles, etc., que ce jardin existe, qu'il est qualitatif. Donc, il y a vraiment, voilà, on fait pas ça pour se faire plaisir, quoi. C'est aussi pour rehausser la qualité du projet. Voilà. Mais je pense que ces approches-là, aujourd'hui, elles deviennent de plus en plus nécessaires, en effet, pour pouvoir embarquer notamment des prestataires travaux ou des prestataires paysagers. Et vous parlez de l'infiltration des eaux à la parcelle aussi, enfin la gestion de l'eau à la parcelle. Toute cette question-là qui est une réponse en fait à l'aléa climatique inondation. On se rend compte aujourd'hui que les bureaux d'études sérieux qui existent sur ce sujet, ils sont pas pléthores. Et donc du coup, si on veut travailler de manière sérieuse, systématiser des approches sur l'ensemble des opérations pour répondre à ce risque des inondations dont on voit, enfin voilà, dans l'actualité que c'est un vrai risque. Et il y a tout un travail amont à faire, de tissage de liens, de repérer les bons professionnels, de travailler avec eux pour créer aussi des cahiers des charges qui soient pas infaisables, qui soient compris des équipes. Donc il y a une formation des équipes qui est extrêmement importante. Et puis voilà, après en centrale peut-être des accords cadres qui, comme le nom l'indique, cadrent un petit peu les manières de faire. Mais ça, c'est un process qui est assez long. Ouais. On ne va pas trop dépasser de l'horaire final. Une dernière question avant de conclure. Si je vous propose de sortir un peu à la fois un pied dans votre entreprise et un pied de citoyen à côté, donc on a parlé de la lourdeur ou en tout cas de la grosse marche à franchir que représentait la CSRD, quel espoir vous y mettriez pour les pays qui y sont soumis, on va dire pour l'Europe, parce que la question de comment ça peut impacter au-delà est probablement beaucoup plus compliquée, mais déjà dans notre monde à nous, la France et l'Europe, qu'est-ce que vous mettriez comme espoir en dépassant les contraintes que ça représente dans cette année, les 2-3 années qui viennent? D'avoir un coup d'avance sur ces sujets peut-être, et de demain pouvoir les valoriser de manière compétitive. En tout cas, que ça serve la stratégie des entreprises et que ça leur donne une clairvoyance, peut-être. Si on arrive à traiter ce sujet de manière intelligente et pas se faire absorber par la lourdeur du process. Voilà. Oui, si on prend la CSRD comme une réglementation à appliquer, on a perdu. Enfin, voilà, c'est le premier temps de la manœuvre, on a perdu. Donc, est-ce que, oui ou non, ça sert notre stratégie, et est-ce que cette stratégie, au fond, elle permet à l'entreprise de répondre à un débat, mais qu'on voit dans le débat politique, un peu une entreprise un peu citoyenne. Une entreprise qui dit, mais voilà, moi, au niveau local, l'impact positif que j'ai, c'est au fond, c'est une question d'impact. Voilà, la CSRD, ça renvoie, c'est performatif, donc c'est l'impact.
et montrer l'impact positif des entreprises sur, dès lors qu'elles en ont une et dès lors qu'elles font en sorte d'en avoir un, c'est une réponse qui permet au citoyen lui-même de comprendre, parce qu'on parle souvent de la distance entre l'entreprise et les citoyens ou les personnes. Finalement, c'est une forme de réponse. Et donc, utilisons-la pour dire, nous avons aussi un impact positif, non pas seulement économique, mais aussi environnemental ou social d'ailleurs. Et c'est pas honteux de le dire. Et donc, ça permet aussi de repositionner un peu le débat. Mais après, évidemment, on ne peut que quand même être un peu chagrin du délai assez faible qu'on a laissé pour le mettre en place. Voilà, objectivement, c'est quand même du peu d'accompagnement, encore une fois, financier. L'Europe, c'est beaucoup de réglementation, mais pas toujours d'appui financier. Mais au moins, si ça permet à cette entreprise citoyenne de montrer qu'elle est citoyenne, c'est au moins le bon message qu'elle donne. Et encore une fois, je pense qu'il y a des opportunités business qu'on peut mettre en avant. Moi, ce que je retiens en conclusion, c'est d'abord, c'est un exercice significatif de compliance quand même au démarrage. Donc, il faut être explicite, ça oblige d'être explicite, à être clair. Vous l'avez dit, il faut assumer ses priorités. C'est essentiel de prioriser et de bien assumer. Et puis, vous avez fait le pont de ce qu'on peut faire et de ce qu'il faut faire pour le mettre au service de la stratégie, en expliquant le chemin que ça va faire pour les entreprises. Et puis, je trouve que ce qui est très intéressant dans ce que vous évoquez, c'est que vous perdez jamais de vue le pourquoi on le fait. Vous le disiez, pour que l'entreprise citoyenne démontre sa citoyenneté au-delà de l'économique et de l'emploi qu'elle génère sur les sujets de contribution aux communs sociaux, sociétaux ou environnementaux, tout en gardant sa performance économique et en la pilotant. Vous avez parlé de la comparabilité, ce que les anglo-saxons appellent le level playing field, le fait que on peut quand même vraiment espérer que ça va permettre de comparer et d'éviter des allégations floues, vagues, non comparables. Et c'est quand même un bon moyen de rassurer les investisseurs, les consommateurs, les filières aussi, pour faire des engagements dans la durée. Et puis, vous l'avez dit, c'est pas simple. On est en train de prioriser des choses qui quand même ne sont pas comparables. Et donc, ça demande du jugement managérial, de l'engagement des directions et une vision stratégique sur ces sujets pour le faire. Donc, en tous les cas, merci d'avoir partagé vos témoignages. Il reste 5 webinaires. Ça commence demain matin. Et ça se prolonge jusqu'à la fin de la semaine. Et donc, je vous invite à vous connecter ou à le suivre en replay ensuite. Merci beaucoup. Merci. Merci. Climate change threatens each nation in the world. Et chaque minute compte. L'accord de Paris est accepté. Réinventer la valeur de l'intention aux solutions. Future Up.